promouvoir l'enseignement technique et la formation professionnelle comme un levier stratégique de développement économique et social. C'est l'objectif des journées de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle EFTP, dont la première édition a été lancée ce 10 décembre 2024. Présidé par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, représentant le chef de l'État, il n'a pas manqué de souligner la vision de l'État pour la jeunesse à travers cette initiative. Cette première édition des journées de l'EFTP est placée sous le thème « Développement de l'enseignement et la formation technique et professionnelle pour une insertion professionnelle réussie de la jeunesse béninoise ». Un thème qui résume parfaitement notre vision au gouvernement. Une jeunesse bien formée, armée de savoir-faire pratique et capable de s'intégrer efficacement dans un marché de travail en pleine mutation. Organisée par le ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, ces journées constituent une occasion pour renforcer le creuset des acteurs œuvrant pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'EFTP, selon le ministre Yves Kwaro-Chabi. En outre, ces journées permettront de maintenir l'engagement et l'adhésion de ces acteurs aux initiatives entreprises par le gouvernement pour l'atteinte des objectifs de l'EFTP. La présidente de l'organisation, Jemima Akla Kerekou, a rassuré qu'un programme riche et captivant a été conçu pour rendre innovante cette première édition des journées EFTP. Vous aurez l'occasion de participer à des conférences et panels animés par des experts sur des thématiques cruciales pour le sous-secteur de l'EFTP. Des expositions, des ateliers pratiques, des espaces de dialogue pour discuter des enjeux liés à l'insertion professionnelle, à l'entrepreneuriat, à la promotion de la femme en milieu EFTP, à l'innovation pédagogique. La Confédération nationale des employeurs du Bénin CONEB, représentée par son président Albin Feliro, réitère son engagement à accompagner la dynamique en cours. Les institutions consulaires et les organisations d'employeurs, le Conseil national du patronat, le Conseil des investisseurs privés du Bénin et naturellement la Confédération nationale des employeurs du Bénin d'autre part, s'emploient activement à moderniser et renouveler l'offre de formation professionnelle. La présidente du comité d'organisation, Jemima Akla Kerekou, a invité les acteurs de l'EFTP à participer pleinement aux différents programmes pour qu'à l'issue de ces journées, ces apprenants repartent avec de nouvelles connaissances, d'idées innovatrices et de partenariats noués. 95 concentrateurs d'oxygène, 126 lits d'hospitalisation avec matelas sont entre autres outils constitutifs du lot du don du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA à l'endroit du ministère de la Santé. C'était en faveur d'une cérémonie solennelle dans les locaux du ministère. D'une valeur totale de plus d'1 milliard de francs CFA, ce don de l'agence directrice des Nations Unies en charge des questions de la santé sexuelle et reproductive va permettre d'améliorer la qualité des soins de la mère et de l'enfant. Cette action pour UNFPA est hors de sens car il y va de la vie des femmes, des enfants, au-delà de la vie de toute la population. D'une valeur totale de plus d'1 milliard de francs CFA, comprennent entre autres 95 concentrateurs d'oxygène, 75 tables d'accouchement, 15 tables d'examen, 126 lits d'hospitalisation avec matelas, 44 autoclaves de 24 lits. Ces équipements constituent une réponse concrète aux besoins d'amélioration de la qualité et de l'accessibilité des soins pour les mères et les nouveau-nés et contribueront à réduire significativement les décès évitables liés à la grossesse et à l'accouchement. Le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpating, témoigne de sa gratitude envers les donateurs et promet un bon usage de ce lot de matériel technique important afin de réduire considérablement les mortalités maternelles et néonatales. Il est évident que le matériel que nous avons le plaisir de réceptionner aujourd'hui vient consolider les efforts qui sont en cours depuis quelques années. Grâce à l'appui de l'UNFPA et surtout à votre implication personnelle en répondant à mon cri de cœur,
techniques de tamponnement intra-utérin et les gardes de surveillance des générations du post-partum immédiat ont été gracieusement mis à la disposition des maternités de notre pays. Nous allons donc renforcer l'offre de services de santé de la reproduction en général et particulièrement celle des soins obstétricaux et néonataux d'urgence. Je voudrais donc inviter les populations et les agents de santé à les utiliser judicieusement pour la prévention et la prise en charge des problèmes de santé. Cette action du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA démontre l'engagement des partenaires aux côtés du gouvernement dans son initiative d'amélioration de la qualité des soins pour les populations. La corruption ne passera pas par moi. La corruption ne passera pas par moi. S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain. C'est le thème de la Journée internationale de lutte contre la corruption, célébrée ce lundi 9 décembre. À cette occasion, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a organisé une causerie débat avec les étudiants de l'École nationale d'administration ENA à l'université d'Abomey-Calavi. La jeunesse est la première cible choisie par l'institution pour lutter contre la corruption. Le Haut Commissaire à la prévention de la corruption, Jacques Mégan, justifie le choix de l'ENA pour cette causerie débat. Pourquoi nous avions choisi de causer, d'avoir une causerie, je dirais, avec les élèves de l'ENA? C'est parce que c'est les futurs commis, les grands commis de la nation. C'est les futurs fonctionnaires. Et c'est voir avec eux ce qu'ils entendent par l'intégrité homme intègre. Et vous avez assisté aux échanges que nous avions eus avec eux sur la corruption, sur la probité, sur l'honnêteté, pour déboucher sur l'intégrité. Donc, nous avions compris désormais que si nous voulons lutter contre la corruption, il faudrait que nous passions par nos enfants, les jeunes. Les étudiants ont activement participé au débat. Ils ont été informés sur les différentes formes de corruption qui existent et les moyens pour y faire face. Quelques-uns d'entre eux se sont exprimés à la fin de la séance. En tant que futur cadre de l'administration au Bénin, je ferai de la lutte contre la corruption mon cheval de bataille et je ferai tout ce qui est en moi possible pour enrayer ce phénomène qui fait perdre de la crédibilité à nos administrations. De cette séance, j'ai retenu beaucoup de choses. Déjà, j'ai appris que nous sommes la couche juvénile montante et qu'en tant que couche juvénile montante, nous devons cultiver l'intégrité, cultiver la transparence pour permettre à notre pays de se hisser au niveau des pays qui ont connu le développement durable. Je vais me trouver certainement dans une place de responsabilité au niveau de l'administration. Je ferai tout pour lutter contre la corruption. En matinée, la délégation a été au lycée technique Koulibaly de Cotonou. Le même exercice se fera sur toute l'étendue du territoire national, a annoncé le haut-commissaire à la prévention de la corruption. L'état de la liberté d'expression et des droits des médias au Bénin, tels sont les principaux points abordés par Amnesty International Bénin en ce qui concerne la situation des droits humains dans le pays. C'était à l'occasion de la Journée internationale des droits humains, célébrée ce 10 décembre 2024. Donc sur la liberté des médias, la liberté d'expression, nous avons depuis plusieurs années appelé à ce que le code numérique que vous connaissez très bien soit révisé, notamment cette disposition qui ne facilite pas l'exercice libre de ce droit, de cette liberté d'expression. Parce que comme Amnesty International, il n'est pas cohérent que des journalistes, des blogueurs, des activistes, même des politiques soient arrêtés, soient emprisonnés juste pour avoir des refus d'opinion. Nous avons documenté cela depuis plusieurs années. Et cette année également, nous avons constaté que la situation n'a pas vraiment progressé. Amnesty International Bénin a saisi l'occasion pour rappeler sa contribution pour l'amélioration du code pénal béninois. Et donc, depuis que ce code a été adopté, comme tout à l'heure le directeur le disait, nous avons pu noter des arrestations arbitraires, des détentions arbitraires. Nous avons pu également noter des interdictions systématiques de manifestations dans certaines villes. Donc, on a appelé les autorités béninoises à réviser ces dispositions-là, notamment les articles 237 et suivants du code pénal.
On ne s'est pas arrêté là seulement à appeler les autorités à réviser ce code. Nous sommes entrés en plaidoyer en rédigeant ce qu'on a appelé une plaquette d'information et de plaidoyer. L'organisation mène des activités dans les lycées et collèges, mais aussi au sein des communautés pour faire de l'éducation un droit humain. Nous avons organisé nos groupes locaux à ce qu'ils puissent faire de l'observation en matière de droits humains. Donc, nos groupes locaux observent dans leur entourage des problèmes liés aux droits humains qu'ils remontent au secrétariat national. Et sur la base de ces problèmes, nos groupes locaux proposent des initiatives communautaires pour pouvoir contribuer à la résolution ou à l'éradication de ces problèmes-là. À travers l'activisme, le divertissement, Amnesty International Bénin pousse la jeunesse à comprendre l'importance du respect des droits humains. Depuis 4 ans, Amnesty International Bénin a lancé le concours Slam pour les droits humains, qui est une activité qui vise à amener les jeunes slameurs à utiliser le art pour pouvoir promouvoir et défendre les droits humains. Cette année, nous en sommes à notre 4e édition et ces jeunes slameurs qui ont postulé, en tout 100 ont postulé et au final, c'est 5 personnes que nous avons pu retenir pour la grande finale. Les thématiques retenues sont le droit à la santé et le droit de manifester pacifiquement. À l'issue de la séance, le directeur de Amnesty International Bénin a rassuré que l'organisation travaille durement à intéresser les politiques sur les questions des droits humains. Les nominations ci-après ont été prononcées. À la présidence de la République et sur proposition du président de la République. Collège des ministres conseillers. Ministre conseiller aux affaires économiques, M. Paulin Akpona. Ministre conseiller aux enseignements maternels, primaires et secondaires, M. Paulin Gbenou. Ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, M. Espedi Kodjo-Wessou. Ministre conseiller à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, Mme Sedami Medegan Fagla. Ministre conseiller aux affaires sociales et au travail, Mme Mariam Djaouga Saka. Ministre conseiller à la santé, Mme Claudine Afiavi Prudencio. Ministre conseiller à la défense et à la sécurité, M. Rachidi Badamassi. Ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie, M. Jacques Ayadji. Ministre conseiller aux services publics, M. Janvier Yawedeu. Ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures, M. Gilbert M. Deu. Ministre conseiller à l'agriculture, M. Sakakina Biogera. Ministre conseiller au tourisme, à la culture, aux arts et aux sports, M. Ayibatin Jonas Hantan. C'est une décision que j'attendais depuis et que le peuple béninois attendait parce que c'était annoncé. Mais ce sont les lauréats qui me satisfont aussi parce que je retrouve des amis de grand combat, des amis vraiment que je suis satisfait qu'on ait appelé leur nom et que ça s'appelle désormais Monsieur le ministre ou Madame la ministre. Honorable Fagla, Benou, Gilbert Deou, enfin, tous en quelque sorte sont aux yeux de nous tous des méritants. Mais je ne sais même plus, c'est la joie qui me fait ne pas trouver de mots pour dire ce que, vraiment décrire comment je suis content ce soir. Je crois que cette nomination vient à point nommé pour combler les observations que nous avons eu à faire nous-mêmes en ce qui concerne le fonctionnement du gouvernement, pour combler quelques lacunes, pour mieux soutenir l'action du gouvernement et essayer d'aider le chef de l'État à corriger des insuffisances. Vous savez que le gouvernement est chargé des relations avec les institutions, un ministre qui est en charge de ça et qui souvent est à l'Assemblée pour représenter le gouvernement.
Mais maintenant, lui aussi, il a il a 12 ministres qui peuvent faire le rôle, pas devant à l'hémicycle, mais parfois entre l'hémicycle et le gouvernement. Cet intervalle-là sera comblé désormais. Et c'est sur cet aspect et cet intervalle de lieu d'action que nous allons nous concentrer en ce qui concerne notre groupe parlementaire. Nous allons beaucoup travailler avec eux pour soulager un temps soit peu les ministres, pour qu'ils ne s'esquintent pas avec nos critiques, nos interpellations. Je crois que 12 ministres, ce n'est pas mal pour jouer ce rôle que nous attendons et pour lequel vraiment nous allons désormais nous occuper. Je leur présente mes chaleureuses félicitations parce qu'ils sont les tout premiers ministres conseillers nommés dans l'histoire politique de notre pays. En tant que membre du parti politique, nous allons les accompagner de façon générale tous les ministres conseillers, mais aussi de façon particulière les ministres conseillers qui sont de notre parti politique, l'Union progressiste du renouveau, pour pouvoir remonter les informations vers eux, pour pouvoir attirer leur attention sur des projets sectoriels qui sont exécutés, à ce que nous puissions combler vraiment le vide de la communication verticale, des informations qu'on pouvait remonter facilement vers ces ministres conseillers, pour que la politique de développement du président Patrice Talon soit beaucoup plus perceptible par la population à la base. J'ai fait entendre à tous les Béninois, je leur ai crié à tue-tête que si je dois être utile au président Patrice Talon et à la République, qu'il ne faudrait pas qu'on me nomme aujourd'hui. Parce qu'il y a des rôles que je joue qui ne demandent pas à être nommés. Et on a nommé 12 conseillers, enfin ministres conseillers. Mon rôle à moi me couvre ces 12 fonctions déjà parce que j'ai lu ce à quoi ils sont appelés. Ce que je fais, je joue déjà le rôle de chacun d'eux et je suis heureux qu'ils se joignent à moi. En réalité, je suis le 13e super ministre conseiller. Et le président Patrice Talon qui est élu, c'est lui qui sait de qui il a besoin, quel nom il faut appeler ses collaborateurs, si vous voulez même quel sobriquet il faut leur donner. Ben, ceux qui s'opposaient, ils s'opposaient à quoi? Sont-ils le président? La Constitution donne le droit au président Patrice Talon de donner la dénomination de son choix à qui il veut nommer. Il aurait pu les appeler conseillers tout court, ils auraient pu les appeler vice-ministres, qu'ils les appellent ministres conseillers. En quoi ça gêne les Béninois? Qu'ils fassent le travail pour lequel ils sont nommés. C'est l'essentiel. Je voudrais leur dire que je les aurai à l'œil. Je vais les surveiller comme du lait sur le feu parce que nous avons une élection à gagner dans quelques mois. Et eux, ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes. Il ne faudrait pas qu'ils restent seulement à Cotonou. Il faut qu'ils aillent sur le terrain. Il faut qu'ils suppléent les ministres avec qui ils doivent travailler. Aussi, il ne faudrait pas qu'ils croient qu'ils doivent faire de l'ombrage aux ministres titulaires. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve en conflit d'attribution. Ils sont ministres conseillers. En réalité, ils travaillent directement avec le président. Mais ils ne sont pas là pour surveiller les ministres déjà dans le gouvernement. Je leur souhaite juste bon vent. Je souhaite qu'ils réussissent leur mission et que vive le Bénin. Le 10 décembre 1948, l'Organisation des Nations Unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle définit 30 droits et libertés inhérents à tous les humains et dont personne ne peut les priver. Son adoption reconnaît les droits humains comme la base de la liberté, de la justice et de la paix. Des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi énumèrent ici quelques droits que cette déclaration consacre et qui leur paraissent capitaux. Je connais bel et bien la Déclaration universelle des droits de l'homme. En abréviation, il s'agit de la DUDH. C'est une déclaration qui a été faite par l'Organisation des Nations Unies le 10 décembre 1948. 3 droits qui sont consacrés par la DUDH qui me paraissent capitaux sont entre autres les droits liberté, le droit d'aller et venir, qui est une catégorie des droits liberté, le droit à une appartenance religieuse, le droit d'avoir une opinion, puis pour finir, c'est les droits synthèse, le droit au développement, le droit à la paix. Je connais la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. En ce qui concerne les droits fondamentaux, nous avons le droit à la vie, parce que sans la vie,
nous ne pourrons rien faire. Nous avons le droit également à l'éducation, parce que l'éducation c'est la base, et qui a l'éducation promet un bon développement, le développement durable. Nous avons également le droit à la liberté d'expression, la liberté d'aller et de venir. La Déclaration universelle des droits de l'homme est une déclaration du 10 décembre 1948 adoptée à Paris. 3 droits que cette déclaration consacre, nous avons l'interdiction à l'esclavage consacrée en son article 4. Nous avons le droit à la sécurité consacré par son article 3. Nous avons la présomption d'innocence consacrée par son article 13, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Alors, la Déclaration universelle des droits de l'homme est un document historique adopté par l'Assemblée générale de l'ONU. Dans les articles 3 et 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous avons les droits civils et politiques, notamment le droit à la vie, l'interdiction à la torture. Nous pouvons également citer le droit à la sécurité de la personne. C'est une déclaration du 10 décembre 1948. Nous avons le droit à la vie. Nous avons aussi le droit à un procès équitable. Nous avons aussi le droit à la liberté d'expression aussi. La Déclaration universelle des droits de l'homme est l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations. Quelques étudiants de l'université de Parakou ont également donné leur avis. Ceux qui sont capitaux, je dirais le droit à la vie, le droit à l'éducation, le droit à la santé. Pour moi, ce sont les trois là qui sont au fait capitaux. On peut citer la liberté de l'homme. La liberté de l'homme dans tout son état, qu'elle soit mentale, psychologique, physique. La liberté de l'homme en sens général. On a également le droit à l'intégrité de la personne humaine, le droit à la vie, en quelque sorte. Je dirais le droit de s'instruire, en ce sens que nous, moi, en tant qu'étudiant, je me suis fait instruire. Mes parents m'ont mis à l'école, donc je me bats en cela pour mon avenir. En plus de cela, nous avons le droit de se soigner. Quand je suis malade, quand je ne me sens pas bien, je les appelle, bon, ils m'envoient de l'argent, donc je prends soin de moi. Après cela, il y a le droit de se loger, en ce sens que j'ai une habitation, j'ai une maison, j'ai une chambre. Mes parents m'ont loué une chambre dans laquelle je suis actuellement et que je reste. L'homme a droit à la sécurité, l'homme a droit à une nationalité et aussi, d'abord, en principal, l'homme a droit à la vie. Le droit à la vie, bon, nous savons que tout humain qui naît doit être protégé en cas de danger et poursuivre toujours la vie. Parce que les humains ne sont pas synonymes aux animaux et autres là. Droit à la liberté, bon, l'expression surtout. Tout le monde doit être normalement libre de s'exprimer, d'exprimer ses idées aussi par rapport à un sujet d'état général ou bien social au moins prendre son point de vue aussi, tout ça ainsi. Une fois tu mets au monde un enfant, ce que tu dois l'éduquer, afin qu'il ne soit pas un danger ou un cas social pour l'humanité demain. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité, selon l'article 1er de la Déclaration. Et vous savez, 34 ans, même pour un homme, c'est déjà un âge de grande maturité. C'est-à-dire que nous avons fait 34 ans de démocratie, 34 ans de pratique démocratique. Nous avons eu des hauts, nous avons eu des bas, mais je crois que le bilan est largement positif. Cette constitution a tenu la route. Les fondamentaux de cette constitution ont été maintenus tels que le peuple le veut pour assurer la paix. Aujourd'hui, cette constitution-là, si vous la regardez, elle est un peu plus grasse. Elle a poussé un peu de graisse et de poids. Vous verrez que par exemple, la Cour des comptes, tout ça là, qui sont devenus des nécessités, ont été intégrés. Même l'aspect des femmes, à la conférence nationale, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, on en parlait, mais pas autant qu'une modification ait pu venir. Le nombre de femmes à l'Assemblée, par exemple. Et les questions des instituts de femmes et tout ça sont des nouveautés. Pendant 34 ans, nous n'avons pas changé le nombre de mandats, qui est le premier problème. Le premier problème, l'alternance au pouvoir. L'alternance est consacrée dans notre pays. 2 mandats, c'est consacré.
l'âge s'est consacré, bien qu'à l'époque, l'âge, on savait que c'était aussi un compromis politique pour qu'on ne ramène pas certaines anciennes personnes qui peuvent raviver des positions données. Je suis satisfait du résultat qui est atteint. Et aujourd'hui, à l'Assemblée, on a 3 grands partis, qu'on ne peut plus même dire que c'est des partis régionaux. Vous avez les gens de tous les départements. Dans chacun des partis, vous avez les gens de toutes les régions. Donc, on tend vers ce que nous avons appelé l'unité nationale. Le Bénin est indivisible. Cette constitution a duré dans le temps. Et nous pouvons retenir de façon fondamentale que la démocratie béninoise est en marche. Et autant que possible, les institutions de la République se conforment à la Constitution, font tout ce qu'ils peuvent à leur disposition pour rester sous la loi, pour rester conforme aux tests législatifs, aux tests qui sont en vigueur dans notre pays. Et surtout avec l'avènement du président Patrice Talon, où les choses se font de façon méthodique, respectueux des tests, afin que le fait que la Constitution dit clairement que nous sommes tous égaux devant la loi soit réellement une réalité, soit un fait palpable que nous touchons tous les jours. Que ce soit des institutions, que ce soit des membres des institutions, que ce soit des Béninois lambda, tout le monde aujourd'hui, chacun dans son couloir, chacun avec ses prérogatives, nous vivons vraiment de façon paisible dans notre pays. Et je crois que comme ça, longue vie encore à la Constitution béninoise. Et je sais que cette Constitution-là nous conduira jusqu'au développement réel, le développement, le rêve que nous nourrissons pour notre pays. Les 4 dimanches qui précèdent la Noël représentent le temps de l'Avent au sein de l'Église catholique. C'est une période d'intense prière pour le chrétien catholique qui se prépare à accueillir l'arrivée de l'enfant Jésus à la Noël. Le temps de l'Avent, c'est le temps de préparation de la Noël. Pendant ce temps-là, les chrétiens catholiques doivent beaucoup prier, font la confession, se mettent au point pour accueillir le petit Jésus. C'est la période où le chrétien doit se préparer pour recevoir son Seigneur. Le Seigneur qui nous vient à Noël. Donc pour le recevoir, le fidèle de l'Église catholique doit adopter des comportements positifs. Il faut renoncer aux rancunes et aux rancœurs. Il faut pardonner, il faut partager. Pour recevoir son Seigneur, il faut beaucoup partager. Il faut adopter les comportements de piété. Quand d'avant, tant mais il y a des prières pour Dieu. Des prières pour Dieu. Oui, Jésus n'a dit Jésus. Tant mais donc prier on nous donne support. Prier on fait d'agir qu'on voit. Le fidèle catholique doit rester dans un état de sainteté en faisant la méditation accompagnée de prières pour accueillir l'arrivée de son Sauveur, selon le Père Fortuné Gonzalo. Pendant le temps de l'Avent, pour une bonne préparation, il s'agit de faire essentiellement 3 choses. La première chose, ce qu'on appelle la vie sacramentelle, c'est-à-dire se confesser, communier, et se remettre dans l'état spirituel convenable pour accueillir le Messie. La deuxième chose, renforcer la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Et la troisième chose, enfin, renforcer la vie de prière aussi. En prenant cette disposition, on se met dans les conditions nécessaires pour accueillir le Christ comme il faut. Parce que la portée spirituelle ici, c'est tout simplement l'état de sainteté dans lequel on devrait être pour accueillir le Christ. La conversion, une conduite très importante au cours de cette période. Le chrétien catholique doit travailler sur lui-même et préparer son cœur à recevoir le petit Jésus. Souvent, quand on parle de conversion, on ne pense qu'à la dimension morale. Or, la conversion, c'est le fait de se tourner vers Dieu, d'être en relation avec Dieu.
Et si on est en relation avec Dieu, ça a nécessairement des répercussions sur notre comportement moral. Voyez. Celui qui se tourne vers Dieu ne peut pas être en train de faire du mal. Celui qui se tourne vers Dieu ne peut pas être en train de détruire la vie de l'autre, ainsi de suite. Donc, la conduite essentielle pendant le temps de l'Avent, c'est la conversion. Travailler à changer son cœur afin que notre cœur convienne à ce que le Seigneur attend de nous et que notre cœur convienne aussi à ce que nos frères et sœurs en humanité attendent de nous. Le temps de l'Avent au sein de l'Église catholique est cette période où le chrétien est invité à cultiver l'amour et la joie dans son entourage. La corruption, ce fléau qui gangrène les sociétés, s'insinue dans tous les rouages des systèmes économiques, politiques et sociaux. Perçue comme l'un des principaux obstacles au développement et à la justice sociale, elle détruit la confiance des citoyens envers leurs institutions. Face à cette réalité, des citoyens partagent leurs perceptions, leurs réflexions sur sa nature et sur les moyens réalistes de la combattre. Comme la loi l'a prévu, c'est un délit qui va d'un agent de l'État qui perçoit un don ou on a promis un cadeau pour pouvoir réaliser un service de l'État qui n'était pas censé prendre quelque chose en retour. Cela est interdit par la loi et la loi a prévu des dispositions très strictes. La corruption, selon moi, c'est le fait de détourner ce qui ne vous appartient pas pour quelqu'un d'autre. On peut lutter contre la corruption parce que ce n'est pas une bonne chose dans la société. C'est le fait d'arnaquer son prochain pour retirer ses bienfaits. Dans le code pénal, l'article 335 dit que quelqu'un qui use de la corruption peut être emprisonné de minimum d'une peine de 5 ans et qui doit payer une amende qui va au triple de la somme qui lui est promise ou de ce qui lui est promis. Si certains estiment qu'il est possible de lutter efficacement contre la corruption, d'autres pensent qu'il est illusoire d'en venir totalement à bout. La corruption, ce n'est pas un jeu d'enfance et ce n'est même pas une plaisanterie. Bon, ça amplifie la qualité de vie de l'homme. On ne peut pas lutter contre la corruption parce que du jour au lendemain, ça continue toujours de prendre d'ampleur. Parce que nous sommes déjà dans un pays où la corruption règne. Sur le plan éducatif, par exemple, maintenant, il y a certaines personnes où, par exemple, ceux qui n'ont pas de moyens pour participer à certains concours, ils se font humilier devant ceux qui ont des moyens, mais n'ont pas l'intelligence. La lutte contre la corruption reste un défi complexe, partagé entre espoir de changement et résignation face à sa persistance. Elle exige une mobilisation collective, mais aussi des mécanismes solides pour réduire ses impacts sur la société. L'immigration clandestine des Béninois en difficulté de retour. 40 ans de lutte contre le VIH-Sida, le Bénin fait des progrès et le renversement du gouvernement Barnier par une motion de censure 62 ans après. Ce sont entre autres les sujets abordés sur le plateau de l'hebdo des éditorialistes de ce 8 décembre 2024. Selon les invités du jour, plusieurs facteurs expliquent l'immigration des jeunes Béninois. Pour Prosper Vondiaonko, journaliste à Cap FM, le sous-emploi est la principale cause. Sous nos cieux, on a l'impression que la vie n'est pas belle, que le meilleur se trouve ailleurs, il faut aller chercher les moyens ailleurs. C'est aussi les conséquences du sous-emploi dans nos pays, les conséquences des diplômés sans emploi. Un jeune qui a de l'énergie, qui a envie de travailler et qui n'en a pas trouvé dans son pays ou qui est sous-employé. Tous les jours que Dieu fait, il se cherche des occasions, il se cherche des opportunités, par tous les moyens pour pouvoir aller à la recherche des moyens pour vivre. Et donc le problème de migrants est un problème crucial qui doit vraiment faire réfléchir les dirigeants. Bien qu'enseignement Pascal Aguéondé, journaliste à La Nation, reconnaisse que le sous-emploi figure parmi les raisons poussant de nombreux jeunes béninois à chercher une meilleure situation à l'étranger, il explique également que le problème réside dans l'attitude de ces jeunes qui considèrent l'immigration comme une fin en soi.
Très souvent, nous avons l'impression que parce qu'on n'a pas notre gagne-pain ici, on se dit que forcément, ce serait mieux ailleurs. Mais ce n'est pas toujours le cas. Mais moi, je voudrais simplement également attirer l'attention sur le fait que il y en a, et je pense d'ailleurs pour beaucoup d'entre eux, pour qui l'extérieur est comme, je dirais, une fin en soi. Il y en a qui en ont fait une fixation, qui se sont dit, tant que je n'ai pas réussi à faire ma vie à l'extérieur, c'est que j'aurais échoué pour toute ma vie, c'est que je n'aurais pas trouvé de sens à mon existence. Et je pense que c'est ce qui amène beaucoup de personnes à se jeter comme ça, corps et bras, dans ces genres d'aventures sans lendemain. Compte tenu des difficultés rencontrées par les jeunes béninois immigrés en Algérie, le gouvernement a pris plusieurs mesures pour assurer leur retour en toute sécurité. Une initiative qui est d'ailleurs saluée par les éditorialistes. C'est salutaire. Maintenant, il faut continuer parce que 2 jours, 3 jours, ça ne suffit pas. L'accompagnement psychosocial, il faut permettre à ceux-là de savoir que si vous prenez un risque et que ça n'a pas marché, ce n'est pas la fin du monde. En même temps, cela peut être, je dirais, capitalisé sous forme de canaux de communication, de sensibilisation. Mais dans le même temps, si on ne s'occupe pas très bien de la santé psychosociale de ces personnes-là, de comment est-ce que ces personnes vivent leur retour, parce que c'est un peu comme une déchéance pour eux. Toujours dans leurs analyses au cours de cette émission, la question du progrès qu'a fait notre pays dans la lutte contre le sida n'a pas été oubliée. Les invités ont salué les efforts du gouvernement dans cette lutte et ont adressé un message à la population ainsi qu'aux personnes vivant avec cette maladie. C'est autant de messages à passer pour que les gens puissent reconnaître que c'est une maladie quelconque aujourd'hui. Ça a beau faire ravage, les chiffres sont effroyants, tout ce qu'on peut dire, mais c'est une maladie quelconque aujourd'hui qui n'est pas une personne. Tout le monde peut la contracter. C'est dans ce sens que nous devons faire les efforts et c'est dans ce sens que nous devons considérer ceux qui portent le virus. Si éventuellement on les reconnaît, il faut les porter, il faut les aimer, il faut les entourer d'affection comme il le faut. Il faut que ces personnes se disent j'ai les mêmes droits que toute autre personne et j'ai accès aux mêmes facilités que toute autre personne. En termes d'emploi, on ne dira pas il y a tel concours, ceux qui ont tel mal ne postulent, non, pas du tout. Pour finir, les éditorialistes ont réagi sur le renversement du gouvernement Barnier en France. Ils ne voyaient pas venir cette censure dans le contexte où la responsabilité engagée du Premier ministre français pouvait être contestée par usage de l'article 49.3. Pour Anselme Pascal Aguerondé, ce n'était pas une surprise en tant que telle au regard du partage de pouvoir observé dans le système français. Vote du budget de l'État exercice 2025. Les démocrates dans un perpétuel rejet, c'est l'une des questions au menu du duel ce dimanche 8 décembre. Il faut souligner que les députés ont adopté le budget de l'État pour l'année 2025. Les 81 députés de la mouvance présidentielle ont voté pour et les 28 députés de l'opposition ont voté contre. Observateur politique, Zachary Egouleti soutient les démocrates et pense que ce rejet est normal. Un budget s'élabore, ok? Oui. Et s'il se fait qu'aujourd'hui, le parti et les démocrates rejettent ce budget, allez y voir pourquoi ça a été rejeté. Nous savons bien ce qui se passe de l'autre côté, là, du côté de la mouvance, où apparemment on se dit qu'on est fort pour conduire les autres et leur dicter les choses. Et c'est ce qui se passe dans le pays. Malheureusement, c'est comme ça. Nous sommes dans un débat sérieux de développement. Lorsqu'on veut élaborer un budget, on s'assoit, tous les acteurs qui doivent, qu'on appelle, s'asseoir pour élaborer le budget, s'asseyent. Si les démocrates, je dis bien, si les démocrates ont rejeté, qu'est-ce que j'ai appris qu'ils ont eu à dire? C'est un budget irréalisable. Ok? Ça veut dire qu'ils ont eux-mêmes étudié le budget. 1. Et de 2, si tous les contours pour qu'un budget soit accepté, oui, pour qu'un budget soit accepté, ne sont pas au rendez-vous, c'est normal qu'on rejette le budget. Mais ils sont dans leur rôle de rejeter. C'est de l'irresponsabilité selon Mohamed Liamidi, analyste politique et proche de la mouvance présidentielle. Pour lui, ce n'est pas une surprise. Le rôle d'une opposition responsable, c'est de dire, face aux choix que le gouvernement a fait, face aux options faites par le gouvernement, voilà ce que nous pensons, voilà l'orientation que nous nous donnons. C'est ça le rôle, et de dire, on n'est pas d'accord pour ceci, plutôt il faut faire ceci.
On n'est pas d'accord pour se dire, mais au moment où il s'agit de le faire, ils ont carrément dit qu'ils ne vont pas faire le débat. Hein. Et ce que je dis là, c'est un des députés, et j'ai entendu plus d'un député le dit, LD, qui dit qu'ils ne vont pas faire le débat, mais ils n'ont rien à dire maintenant sur le budget. C'est quand on va finir de voter qu'ils sortiront pour dire ce pourquoi ils ont voté contre. C'est ça la responsabilité. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Parce que ce n'est pas ça le rôle d'une opposition responsable. Ils ont donné comme argument budget irréaliste. Le budget est irréaliste. Les routes sur lesquelles ils passent, c'est irréaliste. Les hôpitaux qu'on construit là, c'est irréaliste. Les stades, c'est irréaliste. Les marchés, c'est irréaliste. L'eau dans le village, c'est irréaliste. L'électricité aujourd'hui, c'est irréaliste. Et tout ce que nous voyons comme avancé là et que personne ne peut contester, ça, c'est pas réaliste. C'est de la réalité pure. De la réalité même avancée. Avancée à un point où les Béninois n'auraient pas imaginé qu'il y a 8 ans qu'ils peuvent connaître cette avancée-là. Et aujourd'hui, ils le vivent. C'est une réalité. C'est ça, un gouvernement responsable. Zachary Egouleti estime que si les démocrates ont voté contre le budget de l'État, c'est pour une bonne raison. Selon son vis-à-vis, ce comportement résulte de ce que l'opposition n'a rien à défendre. Sur le plateau, ils ont également fait leurs analyses au sujet de l'audit du fichier électoral. Plus de 3 500 milliards de francs CFA, c'est le budget de l'exercice 2025 voté par l'Assemblée nationale ce jeudi 5 décembre 2024 malgré le rejet de l'opposition. Un budget qui a augmenté de 11% comparativement à celui de l'année 2024. Dans le fauteuil de l'invité, l'entretien a reçu Maître Ibrahim David Salami, membre du bureau du Parti Union progressiste Le Renouveau, qui justifie cette augmentation du budget de l'État. Évidemment, la population augmente, les besoins augmentent. Quand on était 10 millions il y a quelques temps, après on est devenu 11 millions, 12 millions, l'évolution de la population induit des dépenses supplémentaires. Il faut créer de nouvelles classes d'école, il faut financer les projets sociaux. Moi, ce budget me paraît un budget offensif. C'est un budget qui tient compte des aspirations des populations les plus faibles, les plus pauvres d'entre nous. Les moins nantis. Donc, autant de choses qui nous mettent en situation nécessairement d'augmenter le budget et de faire une redistribution sociale dans un système de progrès économique et social et humain. Un budget qui démontre l'engagement et la disponibilité du gouvernement à travailler pendant toute la période électorale, affirme le membre du bureau de l'Union progressiste Le Renouveau. Est-ce qu'à une année préélectorale, on doit croiser les bras en attendant que l'année des élections arrive? Non, ce qu'on a choisi de faire, c'est de rester dans l'offensive. L'offensive sur l'asphaltage, l'offensive sur les grands projets d'infrastructure, offensive sur les routes, etc., etc. C'est un budget qui ne met pas le pays à la pause en attendant les élections. C'est un budget par lequel on veut montrer que du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, à minuit, on est au travail pour le bien-être de la population. Il ne faut pas fixer l'attention sur les critiques de l'opposition par rapport à ce budget, puisqu'elle est dans l'exercice de sa posture politique. La vie politique nous envoie à des situations de posture. Même les opposants, quand vous discutez avec eux, ils savent, ils le reconnaissent qu'il y a des progrès dans beaucoup de domaines. On ne va pas faire une focalisation sur ce que dit ou pense l'opposition. Moi, je veux faire une focalisation sur ce qui se fait et quel est le ressenti de la population. Parce qu'après tout, c'est le peuple qui est maître en démocratie, c'est le peuple qui va départager au moment des élections. Plusieurs sujets d'actualité ont été analysés par l'invité de Théodule Ronsard sur ce même plateau. Il s'agit entre autres du refus d'association au cadre de concertation de l'opposition par l'Union progressiste Le Renouveau pour l'audit du fichier électoral. Deux sujets ont nourri les échanges dans le décryptage de ce 8 décembre 2024. Il s'agit du vote du budget de l'État exercice 2025 rejeté par le parti de l'opposition et les législatives remportées par le parti PASTEF au Sénégal. En s'appuyant sur cette actualité internationale, le consultant politique affirme que cette victoire du PASTEF au Parlement n'a rien de surprenant, car ceci est la conséquence d'une dynamique en cours. À l'exercice de faire une comparaison entre la majorité sénégalaise, qui semble stable, et celle béninoise, Agapit Napoléon Maforican répond.
Le Bénin a un régime présidentiel. Le Sénégal n'en a pas. Le Sénégal a un régime semi-présidentiel, semi-parlementaire, un peu comme à la française. Vous savez, la constitution de 11 décembre 1990, c'est une constitution à réaction. Et cette constitution aurait dû disparaître pour donner lieu à une constitution mieux pensée, mieux réfléchie, selon nos réalités. Et une constitution qui maintienne une dynamique politique au Parlement. Parlement, lieu central de l'exercice politique. Revenant au rejet du vote du budget de l'État au Bénin exercice 2025 par l'opposition, le consultant politique pense que le budget de l'État ne devrait même pas être voté par le Parlement. Cependant, le non des démocrates s'explique par leur non-maîtrise de la gouvernance politique. Dans l'absolu qu'ils rejettent, ça paraît normal. En principe, il n'y a pas un vote à avoir. Mais nous avons hérité des postures, des paradigmes des temps anciens que nous n'arrivons pas à dépoussiérer. Moi, je me pose la question, pourquoi le budget doit être voté par les gens qui ne sont pas concernés par sa gestion? Ce n'est pas leur budget. Et comme ce n'est pas leur budget, ce n'est pas à eux de parler de sa gouvernance. Ils peuvent contribuer à l'étoffer. Oui. Mais ils ne peuvent pas bloquer sa mise en œuvre. Parce que le budget est un instrument de gestion. Sans budget, pas d'État. Nous avons une opposition qui ne connaît pas même le contenu de ce qu'on appelle la gouvernance. L'opposition constructive, c'est une opposition qui apporte du contenu, qui apporte une contribution. Mais une opposition qui bloque tout ne peut pas être constructive. Elle est destructive. Il ne manque pas d'apprécier le caractère social de ce budget. Déjà dans la conception du budget, il suffit pour voir d'abord sa déclinaison sociale. Nous sommes en plein dedans. Parfois même des secteurs qu'on n'évoque pas social le sont, bien loin. Donc, en 2025, sans doute, comme l'a décliné le budget, lorsque le gouvernement l'a envoyé au Parlement, il y a bien des actions qui vont compléter celles en cours. Celles en cours vont se poursuivre. Le sacrifice a été énorme depuis 2016, selon le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Il faut que tout le monde travaille pour que la dynamique se poursuive, a-t-il conclu. Nomination des ministres conseillers. Enfin, la liste des 12. C'est l'un des sujets au menu du forum politique de ce 11 décembre 2024. La nomination des 12 personnalités répond au décret 2024-006 du 9 janvier 2024 qui confère au Collège des ministres conseillers un rôle stratégique au sein de l'appareil gouvernemental. Analyste politique, Mohamed Liamidi donne sa perception de la nomination des ministres conseillers. Je pense que le chef de l'État politiquement devrait trouver la passerelle entre les partis et aussi la technicité recherchée au niveau des ministères. Et donc, pour qu'il n'y ait pas, c'est-à-dire que pour que l'objectif de développement qui est assigné, c'est-à-dire que le résultat par rapport à leur cahier de charge, qu'on ne s'en éloigne pas. C'est dans cette idée que peut-être qu'on a trouvé cette formule de ministre conseiller, qui conseille et qui doit aller aussi sur le terrain par rapport à ce qu'on avait dit. Parce qu'on a vu qu'il y avait une déconnexion entre ceux qui sont à l'exécution, qui sont dans l'action publique et les populations à la base. Faut-il le rappeler, les élections générales de 2026 pointent à l'horizon. Le socio-anthropologue Georges Anagono souligne que ces ministres conseillers ont peu de temps pour démontrer leur savoir-faire tout en portant un regard sur leur profil. Il y a dans cette équipe des gens qui techniquement ont le profil de là où on les a mis. Quand vous prenez Jacques Ayadi, ministre conseiller, infrastructure, gouvernance locale, bon voilà, et puis lorsque vous prenez un technicien chevronné comme ça, est-ce que ce qualificatif politique ne serait pas laissé de côté? Par contre, d'autres, vous ne pouvez expliquer que la politique pour justifier leur présence dans ce collège-là. Il faut le dire, quand vous prenez Badamassi, il sera plus politique. Les ordres d'enseignement d'ailleurs, ou bien quand vous allez à la santé, je me suis posé la question, mais après, je suis apaisé en disant, mais c'est d'abord un truc politique.
C'est d'abord un poste que le chef de l'État voulait donner aux politiques. Et je suis revenu à l'homme, le chef d'État lui-même, qui quand même, sur le plan technique, a toujours montré quelqu'un qui est très exigeant. L'expert en gouvernance Joël Ataï-Guédégbé pense qu'il va falloir que les ministres titulaires et ceux qui viennent d'être nommés travaillent véritablement ensemble pour ne pas passer à côté des objectifs attendus. Ce qui reste à faire, c'est que ceux qui sont déjà en place comme ministres pleins et membres du gouvernement, et donc avec voix délibérative au Conseil des ministres, sachent accueillir ceux qui viennent pour les renforcer. Et si jamais l'esprit de compétition, de rivalité s'installait, on aurait raté l'objectif. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de temps pour rattraper. La machine, c'est la mayonnaise, ne prenait pas. L'autre sujet au menu des échanges est la victoire de l'opposition à la présidentielle au Ghana. Les forumistes ont réagi à propos des leçons que le Bénin peut en tirer. Il est possible de nous réentendre sur les questions électorales, sur les règles de la compétition, un minimum de code d'honneur, et pour que le meilleur qui sera choisi puisse travailler en connaissance de cause. Et celui qui perdra, il faudra qu'il n'ait pas le sentiment qu'il aura tout perdu. L'opposition elle-même sait en elle que lorsqu'on travaille sérieusement, lorsqu'on arrive à avoir l'adhésion populaire à ces idées, eh bien, on peut être sûr de l'alternance qui se pointe à l'horizon. Ce n'est pas gagné d'avance, c'est une compétition. Et donc, la solution, elle est toute simple. C'est de faire le débat, projet contre projet, vision contre vision. John Mahama a remporté avec 56% des suffrages exprimés, selon la commission électorale. Le vice-président sortant et candidat du nouveau parti patriotique, Mahamoudou Baoumia, a confirmé sa défaite qu'il avait lui-même annoncée la veille.